Le vent ne prévient jamais en Mongolie. Il surgit. Il traverse les plaines comme une mémoire ancienne, invisible mais chargée de siècles, et il emporte avec lui bien plus que de la poussière. Imaginez un instant. Vous êtes seul au milieu d'un océan de steppes, sans route, sans repères, sans bruit humain, et pourtant, vous avez la sensation étrange de ne pas être seul. Quelque chose observe, quelque chose vit ici depuis bien avant que le monde moderne n'existe. Bienvenue en Mongolie, un territoire si vaste et si vide qu'il défie la logique du XXIe siècle. Il y a un paradoxe déroutant dans ce pays. Alors que le monde entier se densifie, se connecte, se digitalise, la Mongolie semble avoir choisi un autre chemin. Ou peut-être n'a-t-elle jamais quitté le sien. Ici, certaines familles vivent encore exactement comme leurs ancêtres d'il y a 1000 ans. Pas symboliquement, littéralement. La première chose qui frappe n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas. Pas de clôture, pas de ville à l'horizon, pas de limite visible. Dans la steppe mongole, la notion même de propriété territoriale semble s'effacer. Les nomades ne possèdent pas la terre, ils la traversent, ils la respectent, ils la quittent avant de l'épuiser. Ce mode de vie, qui pourrait sembler archaïque aux yeux modernes, repose en réalité sur une compréhension profondément sophistiquée de l'équilibre naturel. Et pourtant, ce n'est que le début. Approchez-vous d'une yourte, ou gère, comme on l'appelle ici. De l'extérieur, elle semble simple, circulaire, blanche, presque fragile face au vent violent. Mais franchissez le seuil, et tout change. À l'intérieur, chaque objet a une signification. Chaque position est codifiée. Le côté nord est sacré. L'entrée ne doit jamais être franchie du pied gauche en premier sans attention. Le feu central n'est pas seulement une source de chaleur, il est le cœur spirituel du foyer. On ne jette jamais de déchets dedans. On ne pointe jamais ses pieds vers lui. Ce ne sont pas des règles arbitraires, ce sont des fragments d'un système invisible, transmis oralement, génération après génération. Et voici ce qui déroute le plus. Malgré cette vie apparemment rudimentaire, les nomades mongols ne sont pas déconnectés du monde. Dans certaines yourtes perdues à des centaines de kilomètres de la moindre ville, vous trouverez une antenne satellite, un écran plat, parfois même un smartphone. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la modernité qui a transformé leur mode de vie. C'est eux qui ont absorbé la modernité, sans jamais renoncer à leur essence. Ils peuvent regarder des séries étrangères le soir, et au lever du soleil, partir à cheval pour rassembler leurs troupeaux comme leurs ancêtres le faisaient déjà à l'époque de Gengis Khan. Ce mélange improbable crée une réalité presque irréelle. Et puis, il y a le silence. Pas le silence des villes endormies, un autre silence. Un silence qui semble vivant, dense, presque oppressant au début. Car dans la steppe, le silence n'est pas vide, il est plein de présence. Certains voyageurs racontent qu'après quelques jours ici, leur perception du temps change. Les heures s'étirent, les pensées ralentissent, comme si le monde extérieur n'avait jamais vraiment existé. Mais ce qui fascine le plus, c'est leur relation avec les animaux. Le cheval en Mongolie n'est pas un simple moyen de transport, c'est une extension de l'être humain. Les enfants apprennent à monter avant même de savoir lire. À 5 ans, ils participent déjà à des courses de plusieurs kilomètres à travers la steppe. Et le plus surprenant, ces enfants ne voient rien d'extraordinaire dans cela. Pour eux, c'est normal, tout comme il est normal de boire du lait de jument fermenté, une boisson appelée érag, au goût acide et légèrement alcoolisé. Pour un étranger, la première gorgée est souvent un choc. Pour un Mongol, c'est un goût d'enfance. Mais derrière ces traditions se cache une réalité plus profonde, presque invisible pour les visiteurs. La Mongolie est un pays où le ciel n'est pas seulement au-dessus de vous, il est une entité vivante. Le chamanisme, encore pratiqué aujourd'hui, considère que chaque montagne, chaque rivière, chaque vent possède un esprit. Et ces esprits ne sont pas abstraits, ils influencent la vie quotidienne. Avant de voyager, certains nomades déposent des offrandes. Avant de traverser une montagne, ils s'arrêtent.
Ils tournent autour de cairns sacrés appelés ovous, ajoutent une pierre, murmurent une prière. Ce n'est pas du folklore. C'est une manière d'interagir avec le monde. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus troublant de la Mongolie. Ce pays ne fonctionne pas selon les règles que nous pensons universelles. Ici, le progrès ne remplace pas la tradition. Il coexiste avec elle. Et dans cet équilibre fragile, presque impossible, une question commence à émerger. Et si ce mode de vie, que beaucoup considèrent comme dépassé, était en réalité une réponse que le monde moderne a oubliée? Car dans un monde saturé de bruit, de vitesse et de contrôle, la Mongolie offre quelque chose de rare, un espace où l'humain n'est pas au centre, mais simplement une partie du tout. Et cela change tout. La nuit tombe sans transition en Mongolie. Il n'y a pas ce crépuscule progressif que l'on connaît ailleurs, cette lente dilution de la lumière. Ici, le soleil disparaît comme s'il avait été éteint. Et soudain, le ciel s'ouvre. Pas un beau ciel étoilé, un abîme. Des millions d'étoiles, si nettes, si proches, qu'elles semblent presque dangereuses. Comme si lever les yeux trop longtemps risquait de vous faire tomber dedans. Dans certaines régions du désert de Gobi, la Voie lactée n'est pas une traînée floue, elle est une rivière tranchante, presque palpable. C'est dans ce décor que commence une autre facette de la Mongolie, plus étrange encore, celle où la réalité semble parfois se fissurer. Car ici, certaines histoires ne sont pas racontées pour divertir, elles sont racontées parce qu'elles sont considérées comme vraies. Prenez par exemple les récits du ver de la mort, du Gobi. Une créature décrite comme un serpent rouge capable de tuer à distance, soit par décharge électrique, soit par un poison corrosif. Ce qui est troublant, ce n'est pas l'histoire elle-même. Chaque culture a ses mythes. C'est que même des scientifiques locaux, des militaires, des habitants parfaitement rationnels, affirment ne pas exclure son existence. Dans un pays où la Terre reste encore largement inexplorée, où certaines zones sont si isolées qu'aucune carte détaillée n'existe vraiment, la frontière entre mythe et réalité devient floue. Et ce flou est accepté. Mais il y a plus déroutant encore. En Mongolie, le froid n'est pas simplement une condition climatique, c'est une épreuve qui redéfinit les limites du corps humain. Les hivers peuvent atteindre 40 degrés, parfois plus bas. Dans ces conditions, la moindre erreur devient fatale. Respirer trop profondément peut brûler les poumons. Toucher du métal à main nue peut arracher la peau. Et pourtant, des familles continuent de vivre dans des yourtes, chauffées uniquement par un poêle central. Mais ce qui surprend, ce n'est pas leur résistance physique. C'est leur perception de cette réalité. Ils ne décrivent pas l'hiver comme une souffrance. Ils le décrivent comme une saison, comme une étape normale du cycle. Il n'y a pas de dramatisation, pas de plainte. Simplement, une adaptation. Et cette adaptation va encore plus loin. Dans certaines régions reculées, les éleveurs pratiquent une technique qui semble presque irréelle. Ils dorment à l'extérieur, même par températures extrêmes, enveloppés dans des peaux épaisses, à proximité de leurs troupeaux. Non pas par tradition romantique, mais parce que c'est nécessaire, parce que dans la steppe, perdre ses animaux, c'est perdre sa survie. Ce lien entre l'humain et l'animal dépasse tout ce que l'on imagine. Il existe en Mongolie une forme de coopération presque mythique, la chasse à l'aigle. Dans les montagnes de l'Altaï, à l'ouest du pays, certains chasseurs kazakhs dressent des aigles royaux pour chasser. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple dressage, c'est une relation. L'aigle n'est pas un outil, il est un partenaire, un être respecté, parfois même honoré comme un membre de la famille. Et voici ce qui rend cette pratique encore plus fascinante. La majorité de ces chasseurs sont aujourd'hui des femmes. Oui, dans certaines communautés, ce sont des jeunes filles qui perpétuent cet art ancien, défiant non seulement les conditions extrêmes, mais aussi les attentes culturelles traditionnelles. Elles montent à cheval, traversent les montagnes et libèrent leurs aigles dans le vent glacial, dans une scène qui semble sortie d'un autre temps. Mais ce n'est pas du passé, c'est maintenant.
Et pourtant, malgré cette richesse culturelle, la Mongolie cache aussi des contradictions profondes. À Oulan-Bator, la réalité est tout autre. La capitale est l'une des villes les plus polluées au monde en hiver. Un brouillard épais, causé par les milliers de poêles à charbon utilisés dans les quartiers de yourtes, enveloppe la ville. C'est un contraste brutal. D'un côté, une nature infinie, presque intacte. De l'autre, une urbanisation rapide, parfois chaotique. Et au milieu, une population qui navigue entre deux mondes. Certains jeunes Mongols grandissent avec Internet, musique internationale, aspirations modernes, tout en étant profondément liés à des traditions millénaires. Ils peuvent passer la semaine en ville et retourner dans la steppe pour aider leur famille le week-end. Ce va-et-vient constant crée une identité unique, ni totalement moderne, ni totalement traditionnelle, quelque chose d'hybride, quelque chose d'inclassable. Mais peut-être que le plus troublant dans tout cela est une question silencieuse qui s'installe peu à peu. Comment un pays peut-il contenir autant de contradictions sans se briser? Comment peut-il être à la fois l'un des endroits les plus isolés du monde et pourtant connecté? Comment peut-il préserver des pratiques ancestrales tout en avançant vers l'avenir? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous? Car en observant la Mongolie, ce n'est pas seulement un pays que l'on découvre, c'est une autre manière d'exister. Une manière où le temps n'est pas une course, où la nature n'est pas un décor, où le progrès n'efface pas le passé, mais apprend à vivre avec lui. Et peut-être que ce qui semble étrange, lointain, presque irréel, est en réalité une forme d'équilibre que nous avons perdu. Il existe, au cœur de la Mongolie, un moment que peu d'étrangers vivent réellement. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une tradition spectaculaire. C'est un instant presque invisible qui se produit à l'aube, lorsque le monde semble suspendu entre deux souffles. La steppe est encore figée par le froid nocturne. L'air est si pur qu'il en devient presque coupant. Et dans ce silence absolu, une silhouette sort lentement d'une yourte. Elle ne parle pas, elle ne regarde pas autour d'elle. Elle se tourne simplement vers l'horizon et attend. Ce geste, répété chaque jour par certains nomades, n'a rien d'anodin. Car en Mongolie, le lever du soleil n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est une rencontre, une transition sacrée entre ce qui a été et ce qui commence. Et c'est à partir de ce moment précis que l'on comprend une chose essentielle. Ici, la vie ne se mesure pas en heures, mais en cycles. Ce rapport au temps transforme tout. Il transforme la manière de travailler, de se déplacer, de penser, de ressentir. Là où le monde moderne découpe les journées en segments précis, la Mongolie les laisse s'étirer, se contracter, respirer. Et cela se ressent dans les gestes les plus simples. Prenez par exemple l'hospitalité. Dans de nombreuses cultures, accueillir un étranger est une politesse. En Mongolie, c'est une obligation morale, presque sacrée. Refuser d'ouvrir sa porte à un voyageur serait impensable. Mais ce qui surprend, ce n'est pas l'accueil en lui-même, c'est la manière. Vous entrez dans une yourte, souvent sans prévenir. On vous fait asseoir immédiatement. On vous sert du thé salé au lait, parfois accompagné de morceaux de fromage séché, durs comme de la pierre. Il n'y a pas de questions intrusives, pas de suspicion. Juste une évidence. Vous êtes là, donc vous êtes le bienvenu. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Le temps ralentit. Personne ne semble pressé de reprendre ses activités. La conversation, même silencieuse, devient une forme de présence partagée. Et dans ce moment suspendu, vous réalisez que vous êtes en train de vivre quelque chose de profondément rare dans le monde actuel. Une interaction humaine dépourvue d'urgence. Mais cette hospitalité a aussi ses codes invisibles. Il ne faut jamais accepter ou donner quelque chose avec la main gauche seule. Il est préférable d'utiliser la main droite ou les deux mains en signe de respect. Il ne faut pas s'appuyer contre les piliers centraux de la yourte. Il ne faut pas marcher entre le feu et l'autel. Ces règles ne sont presque jamais expliquées. Elles sont ressenties. Et c'est là que la Mongolie devient déroutante.
Elle ne se laisse pas comprendre par l'analyse seule. Elle exige une forme d'intuition, une capacité à observer sans juger, à ressentir sans chercher immédiatement à expliquer. Mais au-delà de ces gestes quotidiens, il existe des traditions qui semblent presque irréelles pour un regard extérieur. Chaque année, dans différentes régions du pays, se déroule un événement appelé Naadam. À première vue, cela ressemble à une fête. Des courses de chevaux, des luttes, du tir à l'arc. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est une réaffirmation de l'identité mongole. Une célébration de compétences qui autrefois n'étaient pas des sports, mais des nécessités vitales. La lutte, par exemple, n'a pas de catégorie de poids, pas de limite de temps. Le but est simple, faire toucher le sol à son adversaire avec autre chose que les pieds. Mais ce qui fascine, ce n'est pas la compétition, c'est le rituel. Avant chaque combat, les lutteurs exécutent une danse lente, imitant les mouvements d'animaux mythiques. Ce n'est pas une performance pour le public, c'est une invocation, une manière de se connecter à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Et puis, il y a les courses de chevaux. Elles ne sont pas réservées aux adultes. Ce sont des enfants, parfois âgés de 5 ou 6 ans, qui montent les chevaux et traversent des dizaines de kilomètres à travers la steppe. Leur visage est impassible, leur regard fixé vers l'horizon. Il n'y a pas de peur visible, seulement une concentration presque instinctive. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler choquant, mais dans le contexte mongol, cela fait sens. Car ici, l'enfance n'est pas protégée de la réalité. Elle en fait partie. Et c'est peut-être là que réside l'un des aspects les plus troublants de ce pays, la manière dont il redéfinit ce que signifie grandir. Mais il y a encore une autre dimension, plus discrète, presque invisible, une dimension liée à la mémoire. La Mongolie est un pays où l'histoire ne se lit pas seulement dans les livres, elle se transmet dans les récits oraux, dans les chants, dans les silences. Certains anciens peuvent réciter des épopées entières, transmises de génération en génération, sans jamais les avoir vues écrites. Ces récits ne sont pas figés, ils évoluent, ils respirent, ils s'adaptent, comme la steppe elle-même. Et dans cette transmission vivante, quelque chose d'essentiel se joue, la continuité. Une continuité qui ne dépend pas des infrastructures, ni des technologies, ni des institutions, mais des êtres humains, de leur mémoire, de leur présence. Alors, en observant la Mongolie, une idée commence à émerger presque imperceptible au début. Et si ce pays n'était pas en retard sur le monde, mais simplement en dehors de sa trajectoire? Et si, au lieu de courir vers l'avenir, il avait choisi de préserver quelque chose que le reste du monde a laissé derrière lui, quelque chose de fragile, quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'on ne remarque souvent qu'une fois qu'il a disparu. Et dans ce silence immense, sous ce ciel infini, une dernière question s'installe, pas une question bruyante, pas une question urgente, mais une question persistante. Et si la Mongolie n'était pas un vestige du passé, mais un miroir? Il arrive, en Mongolie, que le paysage disparaisse sans prévenir. Non pas qu'il change, mais qu'il se dissolve. Un instant, vous voyez la ligne infinie de la steppe, nette, presque tranchante sous le ciel. Et l'instant d'après, tout devient flou. Le vent soulève la poussière, le sable, parfois même la neige, et le monde se transforme en une sorte de brouillard mouvant. Dans ces moments-là, il n'y a plus de direction, plus d'horizon, seulement une sensation troublante, celle d'être suspendu dans un espace sans repère. C'est dans ces conditions que certains nomades continuent pourtant de se déplacer, comme s'ils suivaient une carte invisible. Ils n'utilisent pas de GPS, parfois même aucune boussole. Leur orientation repose sur autre chose, une lecture subtile du vent, de la texture du sol, de la position du soleil, mais aussi sur une mémoire du territoire qui dépasse l'individu. Une mémoire collective, transmise sans mots précis, mais intégrée profondément dans leur manière d'habiter le monde. Et puis, au milieu de cette immensité instable, apparaissent parfois des formes inattendues.
des pierres dressées, des cercles de roches, des marques anciennes, presque effacées. La Mongolie est parsemée de vestiges dont l'origine reste pour certains encore floue. Des pétroglyphes gravés dans la pierre représentant des scènes de chasse, des animaux disparus, des symboles dont la signification exacte s'est perdue. Certains remontent à plusieurs milliers d'années. Dans certaines vallées reculées, on trouve aussi des pierres dites cerfs-volants, ornées de figures stylisées de cerfs au bois démesuré, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Ces représentations ne sont pas simplement décoratives. Elles semblent porter une dimension spirituelle, peut-être liée à des croyances anciennes sur le passage entre les mondes. Car en Mongolie, la frontière entre le visible et l'invisible n'a jamais été complètement tracée. Et cela se ressent particulièrement dans certaines régions du nord, proches du lac Khövsgöl. Ce lac immense et d'une clarté presque irréelle est souvent appelé le petit frère du Baïkal. Mais pour les populations locales, il est bien plus qu'un simple plan d'eau. Il est considéré comme vivant. Certains racontent que ces profondeurs abritent des esprits anciens. D'autres affirment que le lac peut refuser un visiteur en déclenchant soudainement des tempêtes ou en rendant la navigation impossible. Ces récits ne sont pas racontés avec emphase, ils sont évoqués avec simplicité, comme des faits. Et cela change tout. Mais c'est dans les forêts environnantes que se cache l'un des groupes les plus fascinants et les moins connus de Mongolie, les Tsatans. Ce peuple nomade vit dans une région isolée, à la frontière avec la Sibérie. Leur particularité, ils élèvent des rennes. Oui, des rennes, comme ceux que l'on associe habituellement aux régions arctiques. Mais ici, ils ne sont pas seulement des animaux d'élevage. Ils sont au centre de tout. Transport, nourriture, liens spirituels. Les Tsatans ne montent pas leurs rennes comme des chevaux. Ils se déplacent avec eux, lentement, dans une relation presque symbiotique. Leur mode de vie est si spécifique, si fragile, qu'il est aujourd'hui menacé par de nombreux facteurs. Changement climatique, restrictions territoriales, modernisation progressive. Mais ce qui rend leur culture encore plus singulière, c'est leur lien avec le chamanisme. Chez eux, les chamans ne sont pas seulement des figures spirituelles. Ils sont des médiateurs entre les mondes. Certains rituels impliquent des états de transe, des tambours, des chants qui semblent venir d'un autre temps. Ces pratiques ne sont pas mises en scène. Elles ne sont pas destinées aux visiteurs. Elles sont vécues. Et dans ces moments, la distinction entre le réel et le symbolique s'efface complètement. Mais revenons à la steppe, à cette immensité qui semble vide et qui pourtant ne l'est jamais vraiment. Car il existe en Mongolie un phénomène presque invisible pour un regard non averti, les migrations silencieuses. Pas celles des humains, celles des animaux. Des troupeaux entiers, chevaux, chèvres, moutons, yaks, se déplacent au fil des saisons, guidés par des logiques que seuls les éleveurs semblent pleinement comprendre. Ces déplacements ne sont pas chaotiques. Ils suivent des cycles précis, adaptés aux variations climatiques, à la disponibilité de l'eau, à la qualité des pâturages. Et dans ce ballet discret, chaque décision compte. Choisir le mauvais endroit au mauvais moment peut entraîner des pertes irréversibles, car la Mongolie est aussi un pays de catastrophes naturelles silencieuses. L'une des plus redoutées porte un nom, Dzud. Il s'agit d'un phénomène climatique extrême, où un été sec est suivi d'un hiver particulièrement rigoureux. Les animaux, déjà affaiblis, ne trouvent plus de nourriture sous la neige gelée. Les conséquences sont dévastatrices. Des milliers, parfois des millions de têtes de bétail peuvent mourir en une seule saison. Et avec elles, des modes de vie entiers. Mais ce qui frappe, encore une fois, ce n'est pas seulement la dureté de cette réalité, c'est la manière dont elle est intégrée. Les nomades ne parlent pas du Dzud comme d'une anomalie, ils le reconnaissent comme une possibilité, une part du cycle. Et dans cette acceptation, il y a une forme de résilience qui dépasse la simple survie. Une capacité à continuer, malgré l'incertitude, malgré les pertes, malgré l'imprévisibilité.
Alors, en avançant à travers ces paysages changeants, en observant ces cultures qui persistent à la lisière du monde moderne, une sensation étrange commence à s'installer, comme si la Mongolie ne cherchait pas à être comprise, comme si elle existait selon ses propres règles, indépendamment de notre regard. Et peut-être que le véritable défi n'est pas de l'expliquer, mais d'accepter qu'elle ne se laisse pas entièrement saisir. Car certains endroits ne sont pas faits pour être décodés, ils sont faits pour être ressentis. Et dans ce ressenti, quelque chose se transforme, silencieusement, profondément. Il y a un moment très rare où la Mongolie cesse d'être un paysage et devient une sensation intérieure. Cela n'arrive pas au début, ni même après quelques jours. Cela vient plus tard, presque sans prévenir, comme une lente infiltration. Vous êtes peut-être assis près d'un feu, dans une yourte qui craque doucement sous le vent, ou peut-être debout, seul, face à une étendue qui semble ne jamais finir. Et soudain, quelque chose bascule. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais irréversible. Vous réalisez que vous ne regardez plus la Mongolie comme un lieu extérieur. Vous êtes en train de la ressentir comme un état. Un état dans lequel les repères habituels, vitesse, contrôle, accumulation, perdent leur importance, où l'urgence devient presque absurde, où le silence n'est plus un vide à combler, mais une présence à écouter. Et dans cet état, certaines vérités commencent à émerger. Pas des vérités théoriques, pas des concepts, des évidences. Comme celle-ci, en Mongolie, rien n'est conçu pour durer éternellement. Et pourtant, tout semble traverser le temps. Les yourtes se démontent et se remontent. Les campements changent d'emplacement. Les traces disparaissent. Mais la manière de vivre, elle, persiste. C'est une forme de permanence sans fixité, une continuité sans rigidité. Et cela va à l'encontre de tout ce que le monde moderne valorise. Car ailleurs, on construit pour rester. Ici, on s'installe pour pouvoir partir. Ce principe se retrouve même dans la manière dont les Mongols perçoivent la richesse. La richesse n'est pas accumulée dans des objets durables, dans des structures fixes. Elle se mesure souvent en bétail, en capacité à se déplacer, en liens humains, en adaptation. C'est une richesse vivante et donc vulnérable, mais aussi profondément ancrée dans le réel. Et peut-être que c'est cela qui dérange le plus, car cette vulnérabilité assumée révèle quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. La stabilité que nous recherchons est souvent une illusion. En Mongolie, cette illusion n'existe pas. Le climat peut changer brutalement. Les ressources peuvent disparaître. Les distances peuvent isoler. Et pourtant, la vie continue. Non pas malgré cette instabilité, mais avec elle. Et dans cette cohabitation constante avec l'incertitude, une forme de lucidité s'installe. Une lucidité qui ne cherche pas à tout maîtriser, mais à s'ajuster, à s'aligner, à écouter. C'est peut-être pour cela que certaines expériences en Mongolie laissent une trace si profonde. Pas parce qu'elles sont exotiques, mais parce qu'elles révèlent quelque chose de fondamental. Quelque chose que l'on avait peut-être oublié. Prenez par exemple la relation au ciel. Dans beaucoup d'endroits, le ciel est un décor. Ici, il est omniprésent, écrasant parfois, magnifique souvent, mais surtout incontournable. Il n'y a pas d'immeuble pour le cacher, pas de lumière pour l'effacer. La nuit, les étoiles ne sont pas un spectacle, elles sont une réalité brute. Et face à cette immensité, une sensation étrange apparaît, une forme d'humilité. Mais pas une humilité négative, une humilité apaisante, comme si, pour une fois, il n'était pas nécessaire d'être au centre, comme si exister suffisait. Et cette sensation change quelque chose. Elle modifie la manière dont on perçoit ses propres préoccupations. Ce qui semblait urgent devient relatif. Ce qui semblait essentiel devient questionnable. Et dans cet espace intérieur qui s'ouvre, une autre forme d'attention devient possible. Une attention plus lente, plus profonde, plus présente. Mais la Mongolie ne donne pas de réponse. Elle ne propose pas de modèle à suivre. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle existe, simplement. Et c'est précisément cela qui la rend si déroutante. Car dans un monde saturé de discours, d'images, d'injonctions,
Elle n'impose rien, elle montre, elle laisse ressentir et elle s'efface. Alors, en quittant ce territoire, ou même en y restant, une question persiste. Pas une question à résoudre, une question à garder. Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'une direction parmi d'autres? Et si la Mongolie n'était pas en marge du monde, mais à côté de lui, pas en retard, pas en avance, simplement ailleurs. Et dans cet ailleurs, quelque chose continue de vivre, silencieusement, discrètement, mais avec une force que rien ne semble pouvoir effacer, une manière d'être au monde qui ne cherche pas à dominer, mais à coexister. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si, dans cet espace immense où tout semble fragile, quelque chose d'essentiel a réussi à rester intact. Non pas parce qu'il a été protégé, mais parce qu'il n'a jamais été abandonné.